Merci. Et merci pour votre invitation. Et merci à vous d'être là et de partager nos réflexions et nos recherches, surtout avec vous, parce qu'on est en plein questionnement. Donc, la question, qui sont les nouveaux parents, est-ce qu'il doit y avoir de nouvelles pratiques pour répondre aux attentes des nouveaux parents? Donc, Génération Y, je suis allée voir sur Internet. Allez-y, cherchez Emmanuel Duez. C'est impressionnant, mais ce n'est pas les parents qu'on rencontre au quotidien dans les maternités ou sur les terrains. Ceci dit, ça existe, ils existent et ils sont pleins de confiance en eux. Donc il va falloir à la fois répondre à ceux-là qui ont construit une confiance en eux-mêmes, pas forcément dans le monde médical en effet, et puis tous les autres qui quand même sont une grande majorité, qui n'ont pas eu la chance, la possibilité d'avoir autant de confiance. Et la période périnatale va être l'occasion pour eux de reconstruire quelque chose si on sait leur offrir un environnement cohérent, continu et relié par des outils collectifs qui se sont fabriqués au fil des années. Alors, voilà, ils sont connectés, ces nouveaux parents, et donc, ce qui entraîne une diffusion des savoirs qui n'existait pas autrefois, mais qui entraîne aussi une reconfiguration des pouvoirs. Et donc, l'autorité n'est plus située de la même manière, on en reparlera. Donc, la transversalité, l'autonomie, être acteur de sa vie et maîtriser. Et ce terme de maîtrise, il est important parce qu'à la fois, c'est une force et en même temps, quand on attend un enfant, on ne maîtrise plus grand-chose. Et c'est là qu'on a besoin de ne pas être seul. Il y a d'autres évolutions sociétales que Internet et tous les produits de ces connexions. C'est la maîtrise de la procréation grâce à la contraception, entre autres, le travail des femmes, qui modifie les configurations familiales et de couple, l'effacement de l'autorité hiérarchique verticale. Donc le respect et la confiance font l'autorité, ça c'est un gros changement. L'effritement du soutien familial élargi, du fait des conditions socio-économiques, des migrations, enfin tout ce qui va impacter l'organisation de la vie de ces petites familles qui se construisent. Et les pressions sociétales sur la femme enceinte et les parents. Il faut être de bons parents pour un bon enfant, on l'entend. Et donc c'est très lourd à porter sur les épaules de ces femmes qui n'ont pas l'habitude d'affronter des risques sans en avoir a priori la maîtrise, quand ils sont bien constitués. Alors, devenir parent, apparemment, devenir parent, c'est un projet dans l'entreprise de la vie, c'est une décision en principe réfléchie, calculée, désirée, grâce à la maîtrise de la procréation. C'est donc une responsabilité entière, donc une culpabilité si ça ne va pas. Et si je fais une fausse couche, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai pas fait pour que cette grossesse s'arrête? Donc une aventure qui doit être maîtrisée, une autonomie obligée par les conditions de vie actuelles, une mobilité aussi du fait de travail, etc. Et un flot de connaissances, comme il a été dit, parfois contradictoires, souvent contradictoires, et qui peuvent perdre ces futurs parents ou ces parents en gestation, parce qu'ils ne savent pas comment s'y retrouver. Et ce constat, c'est Irène Théry, la sociologue, qui dit désormais c'est l'enfant qui crée la famille, et donc qui va consolider l'estime de soi. Donc l'enfant doit être réussi comme une entreprise. Si on regarde le vocabulaire de la génération Y. Alors, que demandent les parents? Ils demandent à être entendus. Et Olivier, tu as bien dit à la fin, l'écoute des parents. On sait que les conseils ne sont pas entendus si les êtres humains ne sont pas écoutés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été eux-mêmes écoutés pour recevoir et surtout s'approprier les messages. C'est donc un des grands échecs des conseils. Ils doivent pouvoir poser leurs questions, se sentir partenaires de la naissance, c'est très soutenu par les associations d'usagers, que le futur père soit pris en compte dès le départ, donc dès la consultation préconceptionnelle et autres, que le projet de naissance soit respecté, que les professionnels se parlent entre eux, parce que les divergences d'avis, c'est un facteur de stress majeur qui fait fuir les parents, et que ce que l'on dit soit fait et que ce que l'on fait soit dit.
C'est tout simple à écrire, mais ce n'est pas si simple pour les professionnels dans la pratique. Alors, pourtant, donc ça c'était en apparence, pourtant, la prévalence de l'anxiété durant la grossesse n'a pas diminué depuis 60 ans. Pléchette, 56, Reeves, 2017, une thèse passionnante. Donc, ah bon? Alors que les conditions obstétricales se sont transformées, l'analgésie, la sécurité, etc. Donc 15% de dépression périnatale chez la femme, 10% de dépression chez le père le plus souvent méconnu. S'y ajoutent les complications obstétricales, les aléas obstétricaux qui existent, le diagnostic anténatal, les grossesses à risque, etc. Consultation des bébés aux urgences dans les premiers mois, les 2 premiers mois de la naissance, sans substrat organique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les pathologies du lien, dont notre société souffre beaucoup et qui alimentent les médias de tous ordres, psychologiques, sociologiques ou grand public. Donc tout ce qui trouble le développement de l'enfant, possiblement. Les conjugopathies, dont les séparations précoces dans les premières années, la première année du couple, après la naissance d'un enfant, qui nous interrogent, qui posent question. Et puis bien sûr tous les troubles du développement et la maltraitance, etc., qui s'ajoutent à tout ce qui vient d'être dit sur les problèmes somatiques, évidemment. Tout ça étant très intriqué. Donc là, finalement, où est le gap entre cet imaginaire qu'on maîtrise, et ça va se passer, on l'a décidé, donc ça va être bien, et puis la découverte que cette grossesse, quand elle est en route, c'est une affaire très peu rationnelle, parce qu'elle met en jeu le corps, c'est dans le corps que ça se passe, et c'est le corps de la femme qui change, qu'elle le veuille ou non, les émotions qui surgissent là, qui le changement de place, qui du coup se vit, s'expérimente, le changement dans le regard de l'extérieur. Il faut subir les modifications, on ne maîtrise plus ni les changements, ni le temps. La grossesse, il faut attendre. Donc une passivité obligée, enfin une attente obligée, qui peut mettre à mal ces jeunes parents pour lesquels la question de la maîtrise est devenue si importante. Donc l'information externe, en plus, entraîne de la passivité, la perte de confiance en soi. Donc il y a une sorte de paradoxe qu'on sait tout, et puis en même temps, ce qu'on apprend dans le registre cognitif ne nous favorise pas forcément de comprendre ce qui se passe en nous, c'est-à-dire tous ces changements, et que ça se passe dans le corps et dans les relations, et que là, sur Internet, c'est plus qu'on n'a pas d'informations objectives. On a des échanges, des partages, des témoignages, mais donc c'est un fossé important, donc avec une relative coupure entre l'intellect et l'intuition. D'où on voit hein, dans des parcours de PMA, une grossesse arrive, et puis la madame va demander une IVG parce que plutôt maîtriser en arrêtant la grossesse que de vivre ce bouleversement d'une grossesse réelle qui se passe dans le corps et qui soulève d'autres questions qui n'étaient pas prévues. Donc le sentiment de continuité interne est attaqué par le fait même d'attendre un enfant. Il est attaqué pour être reconstruit sur d'autres bases, normalement, sauf dans les cas de fragilité. Et cette génération Y comporte aussi des parents qui, pour des tas de raisons, présentent de multiples facteurs de vulnérabilité. Et cette rupture du sentiment de continuité intérieure, transitoire, est source de stress, d'où le taux d'anxiété résiduelle est important. Alors pourquoi les origines du stress? Parce que dans un phénomène d'adaptation, les étapes de construction des adultes sont réactivées pour pouvoir s'ajuster aux besoins de manière tout à fait inconsciente, hein, pour s'ajuster aux besoins du bébé qui va arriver. L'écart entre ce qui était imaginé et ce qui se vit peut être très grand, et éventuellement des aléas obstétricaux, l'impact des pratiques professionnelles, comme il a été évoqué, c'est-à-dire à la fois de l'information, mais en même temps, est-ce qu'on annonce des risques, au cas où, faites pas ci, au cas où, faites pas ça. Et du coup, les couples peuvent être perdus dans toute cette masse de risques, alors que se sont construits en essayant de maîtriser les risques et en balisant, quoi. Donc ils sont dans une autre situation. Le manque de dialogue de la part des professionnels, ce qui a été maintenant bien pointé, et donc on a pris des mesures pour essayer d'ouvrir très tôt
un vrai dialogue avec des parents partenaires, les méthodes de dépistage plus ou moins anxiogènes selon la manière dont on les mène, dont on les dit, dont on annonce les résultats au téléphone ou pas au téléphone, en couple ou pas. Enfin, tout ça, vous le connaissez, mais ça reste un gros terrain où il faut progresser. Et sachant que l'anxiété du premier trimestre, celle qui vient où justement la femme est bousculée par tous ces changements qui arrivent et qu'elle savait intellectuellement mais qu'elle n'avait pas éprouvé, et c'est la plus prédictive des difficultés ultérieures et des dépressions du postpartum en particulier. Donc elle est à prendre en compte dès le départ. Et puis voilà, un autre élément, c'est que l'enfant se construit dans les interrelations. Il ne se construit pas de cerveau à cerveau, si, mais par le biais des sensations, du tonus, de la cohérence des perceptions, de tout ce qu'il perçoit autour de lui à travers son corps. Et donc, finalement, c'est l'infraverbal qui va être important, c'est-à-dire tout ce qui nous échappe, notre manière d'être, notre détente, etc., pour les parents. Et donc, le sentiment de sécurité de ces donneurs de soins, ou parents ou donneurs de soins, qui va procurer du plaisir et qui va fixer les synapses, puisqu'on sait que le sentiment de sécurité est favorable à l'organisation des réseaux neuronaux. Donc ce qui va intervenir dans le développement de l'enfant, c'est tout ce que les parents ne maîtrisent pas, alors qu'ils se sont construits dans une génération de maîtrise. Donc ça peut être compliqué, pas toujours évidemment. Alors comment ajuster et faire que la sécurité somatique et la sécurité émotionnelle avancent en même temps et de manière interactive? Parce qu'une femme en sécurité émotionnelle va avoir un déroulement obstétrical beaucoup plus serein et éventuellement positif en termes de résultats obstétricaux. Donc, c'est une autre manière de faire et d'être. Il faut construire et offrir un environnement porteur. Et donc, on a appris sur les cas difficiles. Donc on ne s'éloigne pas de cette génération Y, mais sur ces familles qui en font partie, mais qui nous ont obligés, qui nous obligent à chercher, à faire comment faire pour protéger l'enfant, protéger les parents, alors qu'ils sont confrontés à des facteurs de vulnérabilité, de risques multiples ou des facteurs d'insécurité multiples, d'ordre quelquefois somatique, mais souvent d'ordre psychologique, social, du fait des conditions existentielles. Donc, nous avons été amenés tous ensemble, en interdisciplinarité depuis 30 ans maintenant, à élaborer des outils collectifs, c'est-à-dire comment faire tenir ensemble cet environnement qui réunit des disciplines multiples, des intervenants multiples, et dans un continuum de la grossesse à la petite enfance. Donc, ça s'est construit petit à petit et on n'a pas fini. On est en pleine, bien sûr, en pleine recherche. Et c'est les témoignages des parents et du développement de l'enfant qui nous aident à cibler nos avancées. Donc, organiser un filet de protection qui est désormais à la disposition de tous tel qu'il existe, mais à adapter selon les besoins de chaque couple. C'est sûr qu'un couple qui va bien, qui a de la sécurité, qui est bien entouré et qui a une certaine souplesse dans son organisation n'a pas besoin qu'on en fasse plus que d'être respecté, écouté et de se sentir au centre. Et donc, ils seront modulables, ces outils, selon les facteurs de risque et selon la singularité de chaque couple. Donc, la sécurité professionnelle, parents, bébé obéit aux mêmes logiques, des professionnels en sécurité qui ont des outils, des parents en sécurité qui se sentent écoutés et accompagnés, et un bébé qui va bénéficier de toutes ces sécurités. Là, c'est les poupées gigognes, dans cette image qu'on utilise souvent. Ça veut dire anticiper la grossesse, on vient de l'entendre, des parents partenaires, des réponses ajustées, centrées sur le suivi médical avant d'orienter, surtout s'il y a beaucoup de vulnérabilité, vers l'assistante sociale, le psychologue, l'addictologue, tous ceux qui vont intervenir au titre du négatif, c'est-à-dire ce qui touche à l'image de soi. Donc commencer par serrer le suivi médical, créer une première alliance et orienter prudemment. Coordonner l'action, c'est un grand problème dans le suivi des grossesses, surtout quand il y a des interventions multiples. Transmettre dans la transparence avec les parents, leur dire comment nous parlons d'eux.
assurer le suivi du suivi, parce que des parents un peu perdus ne savent pas trop comment avancer. Cela a été illustré par des revues de littérature, des méta-analyses. Donc, le suivi du suivi était absolument, la coordination et le suivi sont indispensables. Anticiper les périodes charnières, c'est-à-dire anticiper qu'est-ce que les parents vont avoir à vivre en entrant en salle d'accouchement, surtout si madame, dans son dossier, on a mis addiction ou antécédent de dépression, etc. Donc, transmettre des outils et le dire aux parents pour que chaque équipe, chaque professionnel accueille ces parents-là, là où ils en sont, grâce à l'écoute dont ils ont bénéficié précédemment. Et croiser les points de vue et faire des retours d'information. Que ceux de l'après transmettent des nouvelles à ceux de l'avant, parce que c'est difficile en obstétrique de s'investir auprès de parents très vulnérables si on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Or, ces retours d'information ne sont pas toujours faits, loin de là. Alors, une illustration clinique rapide, Zhao et ses parents, donc c'est les tout débuts de la génération Y, vous voyez qu'ils n'ont pas tout à fait le profil que l'on voit sur Internet, madame 38 ans, deuxième grossesse, antécédents psychiatriques lourds depuis l'adolescence avec des hospitalisations répétées. Premier accouchement qu'elle a voulu à domicile parce que pour elle l'hôpital c'était lié à des séjours en hôpital quand elle était très mal. Elle fait une décompensation aiguë au deuxième jour, elle est hospitalisée en urgence en psychiatrie, le bébé est placé en urgence et sera confié au père dans un deuxième temps. Actuellement traitement psychotrope, hospitalisation de jour en psychiatrie, donc assez costaud. Et un désir de deuxième grossesse, mais peur plus de madame, de son conjoint, qui a été très traumatisé par les événements, et de la psychiatre qui la suit, et qui n'est pas très chaude, qu'elle envisage une deuxième grossesse, d'autant plus qu'elle ne veut surtout pas accoucher à l'hôpital, mais à domicile encore une fois. Donc, la psychiatre adulte demande une consultation préconceptionnelle, d'abord au pédopsychiatre qu'elle connaît un peu, qui les voit, ses parents, et puis qui l'adresse au gynécologue obstétricien, chef de service, qui s'intéresse à ces questions-là et qui va leur expliquer, voilà ce qu'on peut vous proposer, mais puis après c'est votre choix, mais voilà ce que nous pouvons vous proposer. Et ce couple dira plus tard qu'ils se sont sentis accueillis, écoutés, et qu'ils ont senti que déjà 2 professionnels s'étaient transmis des informations par courrier, par téléphone, et ils disent après c'est un facteur de sécurité majeur. Voilà, alors continuons, tenir l'ensemble. Ces parents ont accepté d'accoucher à la maternité, de se faire sur la maternité, donc on va tenir l'ensemble, les parents au centre, donc premier, deuxième trimestre, toute une série d'outils que j'énumère très vite. Bon, la qualité des premiers accueils, sinon il n'y a pas d'alliance possible et il n'y aura pas de bon suivi de grossesse, les parents fuiront. Suivi binôme gynéco-sage-femme parce qu'il faut être 2 dans les situations compliquées. L'entretien prénatal précoce le plus vite tôt possible pour consolider l'alliance, excusez-moi pour les fautes d'orthographe qui n'ont pas été corrigées, je suis désolée. C'est pas l'orthographe, c'est la rapidité des touches. Une liaison avec le médecin traitant. Enfin, on énumère des outils pour donner une idée de l'état d'esprit dans lequel on peut travailler. Coordination par une sage-femme du lieu de naissance qui va s'assurer que le couple est en sécurité et que chaque professionnel a les informations nécessaires pour poursuivre le suivi. Un pédopsie en première et deuxième ligne, si on en a un qui est par là. Une liaison avec le psychiatre adulte, entre le psychiatre adulte, le gynéco, etc. etc. Et un outil 2 jours bien ciblés d'hospitalisation, grossesse à haut risque, où ils vont rencontrer le pédiatre, le psychiatre référent du service, visiter la salle de naissance, éprouver une équipe contenante, se sentir entendu, recevoir les réponses, etc. etc. C'est-à-dire une consolidation de ce qu'ils ont déjà éprouvé, si on a pu travailler dans cet esprit, déjà jusqu'au 3e trimestre. Et au 3e trimestre, une préparation à la naissance centrée sur le corps pour permettre de nouvelles sensations dans une relation de sécurité, parce que les parents fragiles ont souvent des expériences très compliquées dans leur propre construction au niveau du corps. Bon. En couple, préparation en couple, actuellement des sages-femmes voient tous les couples en préparation et il se passe des choses extraordinaires grâce aux nouvelles méthodes aussi de préparation, ça je l'ai dit. Alors, l'anticipation du séjour en maternité, ce qui est en noir, c'est pour tout le monde, et ce qui est en vert, là, c'est pour
quand on doit accentuer, resserrer un suivi et ajouter des outils pour reconstruire vraiment, consolider la confiance des parents en eux et dans l'équipe. Donc préparer la durée de séjour en postpartum. Si on ne la prépare pas, ça filera entre les doigts parce que l'interne passera en disant on a besoin de place, allez madame vous sortez, alors que cette dame, il fallait la garder un peu plus longtemps. Celle-là, pas les autres. Voilà. Un lit pour le père si possible, anticiper qui garde l'aîné à la maison pour que le père soit présent auprès de sa femme si elle en a besoin. Le posturage, alors ça, un travail extraordinaire qui est à ses débuts grâce à Roger Vasseur, un Lillois que les Lillois connaissent, sur le posturage du bébé, montrer à des parents qui ont été très angoissés pendant la grossesse, qui ont l'impression que leur bébé va arriver dans un état pas possible, puisque quand on est stressé, on va encore plus stresser le bébé, etc. Et c'est formidable de pouvoir montrer à ces parents comment ils peuvent le posturer en continuité de la vie fétale, voir le pédiatre qu'ils ont rencontré en prénatal, consulter un psychiatre qui a été anticipé, qui va passer, qui ça rassure le couple, les équipes et tout le monde. Et donc, il va juste venir leur dire bonjour, comment ça va, et éventuellement ajuster le traitement si madame, qui a fait une décompensation à la grossesse précédente, était... voilà. Informer le réseau de proximité externe et donc un retour à domicile anticipé dès le prénatal. Ça ne s'improvise pas après la naissance. Il faut déjà avoir activé le réseau de... Voilà. Alors, qu'en disent les parents après coup? Vous pouvez passer le film? Alors, c'est 3 minutes du témoignage de ses parents. Pour terminer, ces parents sont devenus des représentants de la génération Y. Alors, c'est un travail énorme qu'on ne réussit pas toujours. Voilà, ça demande des conditions donc, de connaissances mutuelles, d'habitude de travailler ensemble, d'avoir fait des formations interdisciplinaires, où chacun tient, comme ils le disent, chacun est à sa place, tient compte de la place des autres. Donc, on va dire, on est en recherche. Hein, et moi, je fais toujours la comparaison avec les greffes de foie. Quoi. Pour une greffe de foie, on ne va pas lésiner sur l'énergie qu'on met, sur les outils qu'on déploie. C'est un peu pareil, c'est une greffe relationnelle. Et donc, ça vaut la peine, mais c'est un travail en cours. Et ses parents, qu'est-ce qu'ils disent? On a pu faire confiance, on a pu reconstruire une confiance en soi et dans le couple, un projet partagé avec les professionnels, chacun à sa place, une création. J'aime beaucoup le mot de ce père qui dit, et on retrouve les créateurs d'entreprises là, ça a été une création, quoi. Et on s'est créé nous-mêmes comme parents. Donc 3 personnes en interrelation, prêts pour l'imprévu de la vie. Voilà, nous sommes au début du chantier, donc bon courage.